Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. On est ravis de vous accueillir avec toute l'équipe. Voilà le sommaire. Elle est championne d'Europe, mais également championne du monde. La discipline, vous le voyez, c'est le plongeon. C'est Laura Marino qui a marqué l'histoire de cette discipline. Ses débuts, son parcours, ses victoires et ses déceptions. Elle est avec nous pour tout nous raconter. Le sport cycliste sous toutes ses formes. Si vous ne connaissez pas toutes les disciplines de la Fédération française de cyclisme, ça tombe bien. La vice-présidente Marie-Françoise Potereau nous les détaillera dans un instant. Elle nous parlera également de son combat pour les femmes dans le sport. Et puis enfin, on retrouvera Laura, comme si sa carrière de sportive de haut niveau ne lui suffisait pas. C'est aussi une aventurière. Elle a fait le raid des Alizés et la Martinique. Elle nous en parlera. Vous verrez que Mathieu également, lui aussi, est un aventurier accompli. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Laura? Oui, ça va très bien. Je suis ravi de t'accueillir. Je suis aussi ravie d'être là ce soir avec vous. On est content de parler du plongeon parce qu'on n'en parle pas souvent, pas assez souvent. Et tu as un palmarès long comme le bras. Tout à fait. Mais un palmarès de championne du monde aussi avec ta carte blanche. Et tu as choisi de venir ce soir avec Mathieu Rosset, mon partenaire des championnats du monde, avec qui on a remporté justement le premier titre français de champion du monde dans le plongeon. C'était en 2017. 2017. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux à la retraite. Enfin, provisoirement à la retraite, c'est ça? Bah pour moi, c'est une retraite. Après, Mathieu... Ouais, c'est un peu bancal, vos histoires. Je pense qu'on va essayer de gratter un peu pour en savoir un petit peu plus. Vaste sujet. Comment? Vaste sujet. Oui, évidemment. Parce qu'on arrête assez tôt ces disciplines-là? Franchement, ça dépend. Après, Mathieu va avoir 30 ans, moi 27. Et t'as arrêté à 26? J'ai arrêté à 26, donc ça dépend. Ok. Quelle est la plus grande qualité de Mathieu? On rappelle que vous avez été champion du monde ensemble. Hein? Dans le plongeon, ouais. Je dirais son élégance. Et dans la vie? Dans la vie, sa ténacité. Ah, ça aurait été bien qu'elle dise l'élégance aussi. Hein. Ah, t'as vu merde. que là, bim, t'en as pris un. Ouais. Et toi, sa principale qualité? Dans le plongeon, Oui. je pense que c'est une acharnée de la victoire, donc elle en veut. Elle a la dalle. Voilà, exactement. Et dans la vie, Son élégance. allez, son élégance. Sa modestie. Voilà. Et elle est complète. Parce qu'on va en parler dans quelques petites secondes. Tu es kiné également. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que tu as réussi à conjuguer le sport de haut niveau et des études. Oui, alors j'ai fait mes études de kiné en parallèle de toute ma carrière. Donc j'ai été diplômée avant de finir ma carrière de l'école de Saint-Maurice. Et c'est vrai que c'est une école qui a beaucoup, je ne vais pas parler au passé, qui œuvre beaucoup pour l'intégration des sportifs de haut niveau et pour le double cursus. Et ils en prennent beaucoup chaque année. Et c'est vrai que sans ce dispositif-là, ça aurait été très très compliqué de mener les deux de front. Et c'est vrai qu'une fois que la carrière s'arrête, on est bien content de pouvoir exercer un métier qui me plaît déjà, ouais. Que j'ai choisi. Et d'avoir ce diplôme-là. Et voilà, c'est une garantie. Et surtout, c'est une reconversion indispensable, quoi. On va reprendre tout à l'envers. On va recommencer par le début. Tu es originaire de Lyon, comme Mathieu d'ailleurs. Ouais. Vous connaissiez avant On s'est vu. Vous n'aviez pas le même âge, hein, donc. On s'est connus par le plongeon, mais Mathieu était déjà à l'INSEP quand on s'est connus. Donc vous êtes de Lyon tous les deux. Toi, tu commences par la gymnastique. Ouais, c'est ça. T'as quel niveau en gymnastique? J'ai atteint un petit niveau national, mais donc je faisais pas du haut niveau, mais je faisais de l'intensif quand même. Je faisais un bon 15 heures par semaine, plus toutes les vacances scolaires, matin, après-midi, que 2-3 semaines de vacances l'été. Donc c'était quand même un bon rythme. Donc j'étais pas en pôle ni rien, donc on peut pas appeler ça du haut niveau, mais c'était quand même de l'intensif tous les jours, quoi. Et à 14 ans, tu découvres le plongeon? Et à 14 ans, j'arrête la gym déjà, parce que j'en avais marre de ce sport-là. Au début, je crois que j'en ai marre de faire ça tous les jours et d'enchaîner, quoi. Et en fait, je me rends compte en essayant le plongeon que j'en ai pas marre de ça, j'en ai juste marre de la gym en soi. Parce que tu progresses pas assez vite, que tu es trop ambitieuse, que tu as besoin de gagner plus? Franchement, même pas, parce que j'en ai pas mal reparlé avec mes copines de la gym de l'époque et je ressentais pas de jalousie ou de quand il y en avait une qui perfait plus je me sentais pas tiraillée, je me sentais juste tirée vers le haut quand il y en avait une qui faisait un bon résultat. Mais ce qui a fait la différence, en fait, c'est que l'entraîneur que j'avais à ce moment-là, à la fin de mon collège, elle partait, elle arrêtait d'entraîner à la gym et du coup mon groupe implosait un petit peu et j'allais changer de groupe, changer d'entraîneur et il n'y avait pas la même alchimie. Et ça c'est génial parce qu'on l'entend si souvent que les entraîneurs sont tellement importants. L'entraîneur et le groupe, à mon avis. Et justement, je pense que c'est ce qui a fait la différence en 2017 avec Mathieu quand on est champion du monde, pour faire un bond dans le futur. On en parlera tout à l'heure.
Et donc à 14 ans, comment tu arrives à faire du plongeon? Et ben en fait, cet entraîneur en Parce question. qu'en gymnastique, tu avais des spécialités? Non, bah, je faisais tous les agrès, quoi. Donc Et tu en étais fait, à l'aise avec ton corps en l'air et... Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, en cherchant un autre sport, je me suis dit, ben, ok, j'en ai marre de la gym, mais ce côté acrobatique, j'aimerais bien que ça me serve quand même. Et en fait, il se trouvait que l'entraîneur que j'avais en gym, elle quittait la gym pour retourner dans le plongeon. Parce qu'en fait, elle avait été athlète, elle avait fait de la gymnastique, puis du plongeon. Et quand elle avait arrêté sa carrière, elle était allée entraîner dans la gymnastique. Et là, elle retournait dans le plongeon. Et, Donc tu la suis? Et donc je la suis parce qu'il y a une autre fille du groupe qui la suit aussi. Et du coup, on se retrouve à 3, donc presque quasiment le même groupe. Et au-delà du donc groupe là, vous avez et de 14 ans. l'entraîneur, et au-delà du groupe et de l'entraîneur, j'ai eu un coup de foudre pour le plongeon en lui-même. Explique-moi, tu n'avais jamais fait de plongeon? J'avais déjà plongé dans une piscine, fait un salto parce que je faisais de la gym, quoi, mais j'avais jamais. Mon seul souvenir, c'était en Croatie en vacances avec mes parents, où il y a un rocher qui doit faire 3-5 mètres peut-être, et on court, on saute, et que j'avais bien aimé, mais je m'étais pas dit, ah, c'est ça que je veux faire. Et donc là, tu te souviens de ce premier entraînement où tu es avec tes copines? Je me Et là, il souviens se passe quoi? que Vous montez à quelle hauteur? Enfin, c'était à la piscine de Vaugneray, donc là où j'ai commencé et où Mathieu est toujours licencié aujourd'hui, enfin au club de Vaugneray. Ouais. Et donc il y avait que, c'est une petite fosse, une petite structure avec un plongeon de 1 mètre et de 3 mètres. Et je me souviens de ce premier entraînement où je découvre, donc je fais que des bases, hein, parce que forcément, Bien sûr. il y a des points communs avec la gym, mais c'est vrai que c'est quand même pas la même chose. Et Évidemment. la transition, elle prend quand même du temps. Donc je faisais des bases, mais je me souviens quand Estelle, donc l'entraîneur en question, me dit c'est l'heure Laura, dernier plongeon et t'arrêtes. Je me souviens, mais dit quoi déjà? Mais comment c'est possible? Alors que mon dernier entraînement de gym, c'était des vacances scolaires, donc c'était matin après-midi, donc j'avais dû faire 5 heures dans la journée. Sans mentir, j'avais regardé la montre toutes les minutes. Et j'étais là. Et le soir, quand j'étais arrivée dans la voiture de ma mère qui venait me chercher, je lui avais dit, j'y retourne pas. Et ce premier entraînement de plongeon, c'était combien de temps? Je sais pas, 1h30 peut-être, 1h30 dans l'eau peut-être maximum, je sais pas. Donc toi, tu vois débouler la petite et on sent vite qu'il y a du potentiel? Ouais, bah surtout, c'est qu'en fait, son entraîneur... Quand je dis la petite, c'est parce qu'elle est plus jeune. Hein. Ouais. Son À entraîneur... l'époque, j'étais petite aussi. Oui, c'est vrai, tu avais 14 ans. Ouais. Du coup, son entraîneur, en fait, c'était donc Estelle. En fait, c'est une amie à moi qui plongeait. Enfin, on a plongé ensemble, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ça se recoupe avec Sa fin de carrière, c'était le début de la tienne. Exactement. Ouais, voilà. Avant qu'elle passe à entraîner la gym. Exactement. Ok. Donc en fait, elle m'en a parlé, donc je suis allé voir à Vaugneray et ouais, du coup, je l'avais repéré. Enfin, je l'avais repéré. Je savais qu'elle avait fait sa demande à l'INSEP, donc du coup, j'étais allé la voir et voir comment elle plongeait, et puis un peu la rassurer sur comment était l'INSEP. Je me rappelle, on a eu une grosse. Mais attends, l'entraînement c'est Lyon et très vite tu pars à l'INSEP? En fait, donc j'ai découvert le plongeon à Vaugneray, mais il faut savoir que Vaugneray à Lyon, c'est comme Boulogne et Vincennes, quoi. Et par rapport à là où moi j'habitais. Et donc très Donc, de rapidement, l'autre j'ai côté, intégré un club un peu plus axé au niveau et qui était plus proche, donc qui est le Lyon Plongeon Club, qui a toujours été mon club d'ailleurs. J'ai toujours été licenciée là-bas. J'ai fait 1 an au Lyon Plongeon Club et après j'ai intégré l'INSEP. Et tout de suite, tu as compris que là, pour le coup, ça allait, entre guillemets, rigoler. Quoi, Je me rappelle, donc à l'époque, l'entraîneur national, l'entraîneur de l'INSEP, c'était Gilles Hamptos-Lacotte, Ouais. qui lui, j'imagine, a vu un potentiel en moi, parce que j'étais pas non plus super forte au bout d'1 an de plongeon. Et je me rappelle qu'au bout de quelques semaines à l'INSEP, il m'avait regardé avec son regard un peu froid là, et impressionnant en me disant « Toi, tu vas faire du 10 mètres. » J'étais là « Ok, on verra. Hein. » Du 10 mètres, ça veut dire que tu n'étais jamais passé du 3 au 10? En fait, j'avais fait du 5 mètres à Lyon. Mais on n'avait pas plus parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de structures, il y en a même très très peu, voire presque pas, de structures où on peut faire du 10 mètres en France. Donc c'est bien le problème de notre sport d'ailleurs. Et du coup, j'avais jamais vraiment essayé l'entraînement à 10 mètres. Explique-moi, Laura, ça fait quoi dans la tête quand on passe de 5 à 10? Ça fait peur. Ça fait peur, on va pas mentir, hein, c'est vrai, ça fait peur de faire du plongeon. Et à 10 mètres. Et attends, ça fait peur tout le temps ou ça fait peur au début? Il y a des phases où ça fait pas peur, mais quand ça fait pas peur, elle est trop belle cette photo. Quand ça fait pas peur, on se rappelle à l'ordre et on se dit il y a quand même du danger, donc sois concentré, quoi. Parce que quand on n'a pas la peur, on est un peu trop relax. Parfois ça fait du bien parce que ça nous fait un peu de repos, parce que c'est quand même usant à terme la peur. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Ouais. En fait, il faut savoir, en fait, il y a plusieurs styles de peur. Il y a la peur du nouveau plongeon qui est vraiment très pesante. Et après, il y a la peur où, en fait, du plongeon... Nouveau plongeon, c'est nouvelle figure. Nouvelle figure, voilà. Et après, il y a la peur du plongeon à faire tous les jours. Où, en fait, il faut réussir à créer, en fait, à transformer cette peur en adrénaline qui va nous faire aller, justement, nous faire progresser, en fait.
Et du coup, comme elle dit, des fois, ça fait du bien d'avoir une séance avec pas de gros plongeons, quoi. Donc, Mais expliquez-moi, c'est quoi pas de gros plongeons? C'est quoi des gros La plongeons? séance qu'on voit là, par exemple, sur les images, ça, c'est une séance Basique. tranquille. ouais. Et ça sert on à fait quoi de les- faire on- du basique? De faire les bases. Parce qu'en fait, Mais les bases, tu les maîtrises depuis longtemps, non? Pas forcément, parce qu'en fait, chaque plongeon est différent, chaque impulsion est différente. Et ce qu'on cherche dans le plongeon, c'est une automatisation du geste. Et pour automatiser un geste, il faut le répéter des milliers et des milliers de fois, quoi. Mais alors, expliquez-moi tous les deux une chose. Donc, vous êtes champion du monde 2017 à 2. Ouais. Donc ça, on alterne des sauts de l'un et de l'autre. C'est ça. Combien? Mathieu plongeait à 3 mètres, moi à 10. Et on a, et Ah, il est chacun... tranquille, lui. On vient de parler de la peur. c'est- Tiens, tu c'est- prendras le 10 et moi le 3. Exactement, c'est l'éternel débat entre les plongeurs de 3 mètres et du 10 mètres. Hein, Et- Mathieu? Et donc, c'est combien de plongeons sur combien de temps? On fait 6 plongeons à 2, donc 3 chacun. Et chacun doit faire au moins un plongeon à chaque hauteur. Avec des figures qui alternent, du coup? Ouais, et avoir une série complémentaire. Donc ça veut dire qu'on doit avoir toutes les figures qui sont représentées. Waouh. Ça veut dire en avant, un plongeon en avant, un plongeon en arrière, un plongeon en renversé. Donc c'est une rotation arrière mais en avançant. Donc ce qu'on appelle coup de pied à la lune, plus communément. Mhm. Retourner, donc c'est l'inverse. On tourne en avant mais on est face à la plateforme. Donc il faut reculer. Et plongeon avec une vrille. Donc, ça veut dire que sur une compétition, ça, c'est en combien de temps? En fait, ça dépend du nombre d'équipes. Parce que Ouais. chaque équipe fait son premier plongeon. Enfin, où chaque Ouais. athlète fait son premier plongeon. Donc ça fonctionne par tour. Donc plus il y a de monde, plus ça dure longtemps. Mais là, en l'occurrence, ça va durer peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Ça, c'est les mondes 2017 qu'on est en train de voir, hein. Oui, Ouais. c'est ça, voilà. C'est là où vous êtes champion du monde, hein. Exactement. Oh my God. Et donc, vous êtes en train de m'expliquer que sur une compétition, vous alternez les hauteurs, Ouais. les figures, que tout doit être parfaitement intégré dans votre cerveau et qu'au moment de l'élan, de l'impulsion, ton corps, il sait déjà, tout est parfaitement... Ouais. Et ce qui est dur en plus sur ce style de compétition, en fait, c'est que c'est une finale directe. Et en fait, tout le monde est engagé. Il n'y a pas d'éliminatoire. Tout le monde peut s'engager. Donc du coup, comme C'est assez long, ouais. on est deux par équipe, en fait, on se retrouve avec 40 plongeurs. Et normalement, ça, c'est des éliminatoires quand on est en individuel. Et donc c'est hyper dur parce qu'on commence direct avec des gros plongeons. Parce qu'en fait, c'est stratégique. On met des gros plongeons directement. Alors que normalement, Et à la fin, tu as le classement des 40 et puis on verra. ouais, voilà, C'est ça. c'est ça. Donc, Et du coup, ce qui est très difficile, c'est le temps très long entre chaque plongeon, en fait, ouais. qui est difficile à gérer. Qui peut être en fonction de la Parce qu'il compétition. faut produire le max sur 2 secondes, même pas, en sachant que le plongeon d'avant, donc le contact avec l'eau, les plateformes, les plongeoires, ils ont été peut-être 25 minutes avant, quoi. Ouais, voilà, Et le plongeon parfait, c'est quoi? Mon premier plongeon de cette compète-là, pour moi, c'est mon plongeon parfait. Je sais pas, je l'ai pas vu parce qu'on parlait, mais je sais pas s'il a été diffusé, mais pour moi, c'est mon meilleur plongeon. Ah oui? Ouais. Et on l'a vu il y a quelques secondes. Et toi, tu la vois quand elle plonge? non, Il entend. j'entends, ouais. Attends, Moi, je regarde jamais. Je regarde C'est jamais. parce que tu veux pas. Je veux pas, non. Et En toi, fait, tu regardes quand il plonge? Alors, en Enfin, tu fait, regardais quand il plongeait? cette fois-là, on avait Ouais. décidé que ce serait que ce serait moi qui commençais. ouais. Donc tu commences, tu fais ton plongeon parfait. Ouais. Et toi, t'entends quoi? Il entend le bruit de l'impact. Ouais, j'entends les notes. Ah, t'entends les notes. La foule, Ouais. forcément, dès qu'il y a un beau plongeon. Oh, arrête de te la péter. Non, mais c'est vrai, il y a plus de bruit, plus Et- d'applaudissements. Attends, on va quand te le remettre le plongeon parfait, ok? Allez, on va le regarder. Donc ça, c'est au Mondiaux 2017, c'est où? à Budapest. T'es d'accord, Matt? C'est mon plus beau, non? Ouais, ouais. Ouais, tout Voilà. est parfait, quoi. Ouais, et en fait, pour l'anecdote, le matin, moi j'ai mes éliminatoires individuels et je fais ce plongeon-là et j'avais l'impression de l'avoir super bien réussi. Et les notes sortent à 6. Du coup, je suis un peu dégoûtée et je me dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave, ça continue. Et là, sur celui-là, je sens que je le réussis super bien. Et du coup, j'ose pas trop lâcher ma joie parce que je me dis, bon, ce matin, ça t'a fait pareil. Donc, attends de voir, quoi. Et là, Là. je vois des 8,5, des 9. Et donc, je suis là, waouh, trop bien. J'arrive au coin des entraîneurs pour voir mon entraîneur et les entraîneurs m'applaudissent et tout. Donc, pour moi, ça reste vraiment un moment. Là, tu dis, il commence à se passer un truc. Ouais. Et donc, ça veut dire, toi, quand tu fais ton premier saut, donc après le sien, Ouais. il y a eu combien de temps entre les deux? Quelques secondes. C'est juste en fait le temps que les notes sortent, qu'ils repassent les ralentis pour Que la les- télé. Et Que après. la foule se taise. Et donc, Bonjour. t'entends les notes. Ou Envers- t'entends la note. Ouais, j'entends la note. Et là, tu te dis quoi? Je me dis, faut pas que je loupe. Je pense Là, qu'il là, se c'est prend la pression. Pour l'avoir vécu à l'envers quand Mathieu Ouais. commençait, ça fait un peu un. Oula. Ouais, c'est une Et pression. après, il faut se. Et c'est vous vous croisez possible. pas? Il n'y a même pas de regard ou il n'y a rien? Bah non, parce qu'en fait, que- je suis déjà sur ma planche.
En fait, elle, quand elle plonge, moi, je suis déjà sur ma planche, j'attends mon tour et en fait, Parce qu'il y a quelques secondes, ouais. quoi, entre le moment Mais où... c'est des sports de dingue. Ouais. Non, mais cet enchaînement, cette pression, Et, cette dangerosité, enfin, c'est complètement fou, quoi. Franchement, c'est incroyable. Ouais, comment mais- on n'en parle pas plus, quoi? Comment on le vend pas plus? Bah, pourtant, c'est assez télévisuel et les Bah, gens je aiment trouve, beaucoup ouais. quand ils le voient à la télé au jeu. Mais c'est vrai que ça ne suit pas trop. En plus, le format est quand même assez rapide pour tout ce qui est final. Ouais. C'est pas une discipline où il y a beaucoup d'espace. Oui, et puis pardon, mais c'est comme des concours de chant à la télé. On voit ton classement osciller, monter, descendre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est assez il y a du suspense. télévisuel, mais ouais, ça suit pas beaucoup. Après, nous, tout ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'était avoir les meilleurs résultats possibles pour qu'on en parle. Bah oui. Et puis aujourd'hui, Bon, aujourd'hui, tu es là. continuer. Bah, vous êtes là. Mais C'est c'est quoi vrai la que- meilleure note de ta carrière? 9, je pense. 9,5 peut-être. J'ai jamais de 10. Et toi? 10. Ouais. En individuel, par équipe? En individuel, sur un plongeon. Enfin, Ouais. sur un plongeon et je l'ai fait plusieurs fois à 10. Le même jour? Non, à plusieurs compètes. Ah oui, donc J'ai c'en est fait- un que tu maîtrisais bien. J'en ai eu 2, ouais. En compète internationale, je l'ai eu 2 fois, ouais. Et il faut se renouveler. Vous êtes obligé. Par exemple, vous maîtrisez, donc si j'ai bien compris, 3 types de plongeons différents avec des hauteurs, des machins. Non, 5 même. Enfin, même Bah, pas 6. en individuel. Non, mais imaginons, il y en a 3 que tu maîtrises parfaitement. Ouais, En faut fait, Est-ce on qu'il les faut maîtrise. malgré tout oublier, recommencer autre chose? On les maîtrise jamais parfaitement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tellement des plongeons extrêmes qu'on fait, enfin, c'est vraiment le maximum qu'on est capable de faire, qu'il y a toujours un petit aléa qui fait que c'est différent et on peut jamais produire Voilà, tu deux m'as dit fois qu'il le était même parfait ton plongeon. plongeon. Ah, presque, c'est le meilleur que j'ai jamais fait, mais il n'est pas parfait parce que j'ai pas eu 10. Et pour avoir 10, déjà, je dirais que chez les filles, c'est plus difficile d'avoir des 10. Remettez-moi le plongeon, s'il vous plaît. Dites-moi quand il est prêt. Vas-y, explique-moi pourquoi il n'était pas parfait, celui-là. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Un tout petit peu moins d'eau, Alors, finir on plus le haut. regarde et tu nous dis. le finir plus haut. Donc là, Ouais, la distance, elle est bonne. Et c'est ouvrir carpé, donc et finir plus haut et faire peut-être un tout petit peu moins d'eau encore. tu veux dire que c'est avec la boost trop, là? Ouais. Mais il aurait fallu quoi? À un moment, c'est un corps qui tombe dans l'eau. Hein. Ouais, mais c'est vraiment possible de rien faire du tout, quoi. Après, il y a aussi une question de notoriété. Je pense que la Oui, mais notoriété, c'est pas la elle joue. Ouais, La notoriété? ça fait partie. Ouais, la notoriété fait Parce que partie c'est des juges notes, et voilà. que si tu es très... Si j'avais été chinoise, j'aurais peut-être pris 10. Parce que Mm. on sait que les Chinoises, du coup, dans mon cas, sont très très fortes et savent faire des plongeons parfaits. Donc, du coup, il y a une petite discrimination positive avant qu'elles commencent. N'empêche que parce ce qu'on sait qu'elles sont jour-là, il n'y capables avait de pas de faire du Chinois. 10. Vous étiez devant et champion du monde tous les deux. Exactement, ouais. Comment vous l'avez célébré, ce titre? Et d'abord, quand est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai. Il faut attendre le j'ai passé- dernier saut, j'imagine. Ouais, et surtout. Et sauf que il faut attendre les autres candidats, enfin les autres C'est plongeurs. ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un peu d'attente et qu'on saute pas de joie tout de suite parce qu'il Ouais. y a 2 équipes qui étaient encore susceptibles de nous passer devant Mm. et qui étaient loin en plus dans Ouais, l'ordre de ouais, passage. ouais. Et sur la célébration, comme d'hab, moi, contrôle antidopage qui a duré 4 heures. Parce que, Ah, je pareil. Parce Ouais, que mais je t'es parti bois. avant moi. Ce que tu allais dire? parce que je bois trop d'eau Ah. pendant les compètes. Et je bois beaucoup d'eau pendant les compètes. Et du coup, en fait, à chaque fin de compète, mes Ouais. urines sont trop claires. Et du coup, ça passe pas au contrôle. Donc, En faut fait, attendre. ils valident le contrôle que quand il y a une certaine densité. Et donc, quand il y en a qu'il y a un échantillon d'urine qui a été validé avec une densité trop faible, pas validé, quoi, il faut attendre 1 heure. Alors vous êtes champion du monde en 2017. Ça change quoi dans votre vie? Vas-y, pas grand-chose. En soi. À l'intérieur, ça change beaucoup. Voilà, exactement. En fait, comme ça, vu comme ça Mais change c'est ça qui m'intéresse. rien. Mais en soi, c'est un accomplissement, c'est un statut. Envers les sportifs, c'est un statut qui est hyper représentatif. C'est-à-dire que sur le rebord du bassin, si jamais demain on va sur un rebord du bassin avec des étrangers, on n'aura pas besoin de dire qui on est. Les gens le sauront parce qu'on en parle. En fait, on parle des gens qui sont champions du monde. Les gens qui suivent le plongeon connaissent. Enfin, les sportifs qui suivent le plongeon connaissent en fait. Et après, c'est un statut envers le sport français. Mais en soi, c'est sûr que si on parle que de ça, ça ne rapporte rien en soi, mais ça rapporte juste dans l'entourage et dans le milieu du sport. Les grandes nations du plongeon, c'est quoi? Juste, je voulais dire, moi, je pense que ce qui a changé pour moi, c'est pas ma relation, mais le Avec lien Mathieu qui nous unit avec Mathieu Oui. et Alexis, l'entraîneur qu'on avait à ce moment-là. Après, voilà, ça, ouais, c'est sûr que. C'est quelque chose oui. qui m'a marqué à jamais, quoi. Non, mais ça, c'est important. Et c'est presque le plus beau dans le sport, moi, je trouve. Ça veut dire que tu y allais, Parce que c'est ce qui t'y allais reste, en fait. pour toi, tu y allais pour vous. Et en plus, je me rappellerai toujours avoir dit ça à Mathieu
En plus, c'était pendant la compète. C'était après le tour du triple et demi retourné, là, le plongeon presque parfait. Et je me rappelle t'avoir dit, tu vois, je trouve ça ouf parce que ce plongeon-là, je l'aurais jamais fait si c'était que pour moi, en indiv. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais. Et là, tu te dis quoi? Waouh, il va falloir que j'assure. Hein. Ouais. Non, mais grave. Bah oui. Hein Mais moi, après, j'ai l'habitude des compètes en synchro, donc je comprenais ce ressentiment. Attends, ça veut dire quoi en synchro? En synchro, C'est quand vous plongez on est en avec double. deux parallèles. Ouais, et c'est vrai qu'avec tous mes partenaires de synchro que j'ai eus, c'est vrai qu'on se faisait cette remarque de en fait, quand on est en synchro, on arrive à aller plus haut, à faire plus de choses. Donc là, en fait, c'est. Ouais, exactement, en fait. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude en tant que plongeur, parce que c'est très individuel de base. Déjà, rien que ce type de compétition, le team event, en fait, ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 2011, non? 2011, même plus. Non, ouais, 2010. C'était 2010, mais en fait, c'était pas une compétition officielle. Et ça a été vraiment. Ça s'est vite imposé, quoi. Et en fait, c'est arrivé en Ça a plu, 2012. en fait, tout de suite. Ouais. Moi, j'ai une question. 2017, les championnats du monde, vous les avez préparés différemment de ce que vous faisiez avant? Vous êtes parti à l'étranger, c'est ça? Non, on est parti à l'étranger ensemble s'entraîner pendant 2 mois en immersion totale en Australie. Ouais. Et c'était en 2014, ça. Ça a changé aussi votre rapport? Quelque part, un petit peu, je pense, parce qu'on s'est connus du coup dans l'intimité, donc ça nous a rapprochés encore plus. Mais je pense pas qu'à l'entraînement, ça avait fait une grosse différence à ce moment-là. Aujourd'hui, tu es kiné. Ouais. Tu travailles notamment à l'INSEP. Ouais. C'est génial, tu n'as jamais quitté la maison, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que quand j'y suis allée la première fois pour mon premier jour en tant que professionnelle de santé, Ça fait bizarre, non? Je le ressentais pas comme un premier jour, mais plus comme ça y est, je reviens à la maison, quoi. La suite, quoi. Et ça m'a fait plaisir. Parce que c'est vrai que quand on arrête du jour au lendemain, bah, tu rends ton badge. Pour passer la sécurité, bah, t'es personne, t'es rien. Et du coup, ça fait un petit coup au moral quand même de se dire, bah, en fait, Ouais, ça fait puis c'est 10 une ans vie, que là. ça fait 10 ans que je viens là tous les jours, que c'est chez moi. Et en fait, du jour au lendemain, t'es plus rien, t'es personne, t'as plus le droit de venir, en fait. Tu Et donc t'occupes ça, donc c'était un peu bizarre. que d'athlètes de haut niveau. Ouais. Tu as un rapport différent, du coup? Il y en a qui te connaissent? Ouais, bah, tout à l'heure, c'est marrant, il y en a un qui m'a dit mais t'étais pas à l'INSEP avant? Je t'ai déjà vu. Et donc, il y en a certains, mais bon, après, moi, je suis arrivée à l'INSEP en 2009, hein, donc ça commence à remonter vieille, et ça tourne beaucoup. Ouais. Donc, et souvent, ceux qui viennent, ceux que je vois, c'est des internes, donc qui sont plus jeunes. Laura Mathieu, on va jouer. Ouf. On va voir si vous connaissez bien votre discipline. Attention, il y a de la rapidité et parfois, il y a juste de la connaissance. Donc, parfois, je vous propose différentes possibilités de réponse. OK, on y va? Allez. Question de rapidité. Qui a succédé à Francis Luis à la présidence de la Fédération française de natation? Gilles Saisonnier. Pourquoi tu me regardes? Il faut que je réponde. Oui, parce que je sentais qu'il était chaud. 1-0 pour Mathieu. Quand a été créée la Fédération française de natation? 3 possibilités. 1919, 1922, 1929. Allez, 1919, on est des précurseurs, non? Il y a 1922. Un partout. Ah. 1919, bien joué. Alors, il faudra que vous alliez vite et que vous articuliez. Hein. Parce que vous, ça vous paraît peut-être simple, mais pas pour moi. Que signifie en plongeant le chiffre 409C? Quadruple et demi retourné, groupé. Quadruple et demi. Donc 4 tours et demi retournés, groupés. Donc c'est le même type de plongeon que mon plongeon presque parfait, mais avec un tour de plus. Ouais. Facile. À Parce que 10 déjà, 3 tours et demi. Alors, il y a des mecs qui le font maintenant, mais il y en Attends. a peut-être 2 ou 3. Quadruple Même pas. et demi. Retourné. Donc Des on fous. tourne en avant, mais il faut reculer parce qu'on est face à la plateforme. Et Ouais. groupé, ça veut dire position petite. C'est les Mexicains qui le faisaient en synchro. Il y a un Chinois qui le fait maintenant, non? Non, il a arrêté. Ouais, mais qui l'a fait, donc Ouais. 3 personnes dans le monde. Vous battez pas. 2-1 pour toi, Laura. Question. Il y en a que 5. Hein. J'aime pas C'est- perdre un maths, je te préviens. Ouais, Mais je sais que soit toi non t'égalises, soit t'es mort. Hein. Quel est le deuxième pays le plus médaillé aux Jeux Olympiques depuis l'entrée du plongeon? Est-ce les États-Unis, la Suède ou la Chine? Le deuxième pays. Les États-Unis. Bah, je dirais la Chine. Parce Eh bien, que c'est la la Chine. Chine, ils gagnent tout, mais depuis pas longtemps. C'est la Chine. Alors que les US, 3-1, ce sera la victoire de Laura. Mais pour éviter l'humiliation, je te propose une dernière question. Qui a réalisé le film sur l'histoire du plus grand plongeur de tous les temps intitulé Breaking the Surface, The Greg Louganis Story, sorti en 1997? Le réalisateur était Quentin Tarantino, Steven Hilliard Stern ou John J. Avildsen. Je l'ai même pas vu ce film. Non, moi non plus. Et je pense que je vais le regarder du coup. Ah bah ouais. Donc Déjà, c'est qui? c'est pas le premier. C'est qui? Je dirais le deuxième. Bah, c'est une bonne réponse. 3-2, mais enfin, t'as quand même perdu. Hein.
Alors, on va changer Moi, j'aurais dit Tarantino. On va changer les habitudes dans cette émission. C'est que vous allez rester tous les deux avec nous, parce que dans la partie aventure, c'est de vous dont on va parler. Parce qu'évidemment, ça ne suffit pas, et ils sont aventuriers. Alors, toi, aventurière avec le raid Des Alizés. et lui, parce qu'il plonge maintenant beaucoup plus haut. Il va même plonger à La Rochelle de 27 mètres. C'est dans la compétition qui s'appelle Les Red Bull Cliff Diving. Ouais, un truc de fou. T'aimerais pas l'embarquer d'ailleurs un peu? Si, mais c'est prévu, c'est prévu. Ah, c'est prévu. On va en parler tout à l'heure, mais on va parler de cyclisme avec une dirigeante qui nous rejoint. On est toujours avec Laura Marino et Mathieu Rosset, eux qui ont été champions du monde de plongeon en 2017. Fraîchement retraités, mais pas vraiment. Elle est kiné, lui, il va aller plonger à La Rochelle dans les... Red Bull Cliff Diving. Ouais, 27 mètres de haut, un truc tranquille. Tu vas nous expliquer dans la troisième partie de l'émission comment tu fais. Pour l'instant, on accueille une dirigeante comme toutes les semaines et on est ravis d'accueillir Marie-Françoise Potero. Bonjour. Bonjour. Marie-Françoise, vous êtes vice-présidente de la Fédération française de cyclisme et présidente de l'association Femix Sport. Ça, c'est pour aider les femmes dans le sport? Oui, tout à fait, la promotion du sport en général. Femix Sport, c'est la contraction de Femmes Mixité Sport. Donc, je suis ravie de voir un couple mixte ce soir sur le plateau. Attention, pas dans la vie, hein, dites pas de bêtises. Voilà, oui, notre association qui a été créée en 99 grâce à Marie-Georges Buffet, c'est une ministre qui a fait énormément pour le sport féminin au tout début. Ça a été une super ministre des Sports. Exactement, et moi j'ai beaucoup de très très bons souvenirs de ce soutien qu'elle a donné au sport féminin. Et d'ailleurs, sous son mandat, les filles en rugby avaient obtenu le statut de sportif de haut niveau. Donc c'est quand même. En quelle année, rappelez-nous? C'était en 99. Ouais, donc c'est ouais. pas loin, mais très loin quand même. Voilà, quoi, hein. c'est ça. Aujourd'hui, ça paraît évident, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Tout à fait. Et donc, effectivement, cette association qui a été créée depuis cette date, moi j'ai pris la présidence il y a 6 ans et on est là, ce que j'appelle pour promouvoir l'accès à la pratique sportive chez les femmes, l'accès à la prise de responsabilité aussi, parce que c'est un sujet aujourd'hui, et on le verra après les Jeux de Tokyo, le renouvellement des instances dirigeantes, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les femmes n'osent pas prendre les postes. N'osent pas ou ne peuvent pas? Les deux. Les deux. Une seule femme. Parce que c'est des votes, souvent. C'est des votes. Il y a un système, effectivement, de vote des grands électeurs, la plupart du temps. Et puis, aujourd'hui, on n'a qu'une femme présidente de fédération olympique. Je ne sais pas si vous la connaissez, si je vous dis comme ça. Quelle est la femme présidente d'une fédération olympique? C'est la fédération d'escrime, non? Très bien, bravo. Je ne pourrais pas dire son nom, mais... Isabelle Lamour, oui, qui est présidente de la fédération olympique. Et après, on n'a que 13% de femmes sur les autres fédérations non olympiques. On a une ministre des Sports qui est une femme. Tout à fait, et qui fait énormément pour notre cause et qui se bat beaucoup pour notre cause et je suis ravie. Roxana Maracineanu. Voilà. Je pense que Laura Flessel aussi se battait pour ça. Tout à fait, tout à fait. On a eu vraiment, dès l'instant où il y avait, alors on a eu des hommes aussi qui se sont battus pour la cause, mais voilà, c'était un sujet depuis 2012, hein, les plans de féminisation des fédérations qui ont été initiés depuis 2012 par le ministère des Sports, qui ont permis justement de travailler sur ces sujets-là. Il y a aussi la médiatisation du sport, puisqu'on est sur ce week-end, 1er et 2 février, qui est le week-end de la médiatisation du sport, puisqu'on est passé de 7 à 20% de retransmission télévisée aujourd'hui. C'est trop peu encore, hein, bien sûr. Je vais vous faire une confidence. J'étais le premier à commenter le football féminin en France. D'accord. Que n'ai-je pas entendu de mes confrères? Oh, quoi? Tu vas commenter des filles qui jouent au foot? Et en quelques mois, il y avait des records d'audience absolus, plus d'1 million sur chaque match. On va tester la même chose avec le plongeon. Même pas juste les femmes, hein, juste le plongeon. Est-ce que toi, en tant que femme, dans le plongeon, tu as senti où il y a des femmes dans le plongeon? Déjà en tant que plongeuse, et après en tant que femme, ouais. Je ressentais une limitation, mais plus en premier lieu par notre sport. Je pense qu'avant... Oui. Mathieu, ça te paraît normal, toi, de plonger avec des femmes? Ah oui, bien sûr. Après, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire en tant que femme dans le plongeon. Je veux dire, déjà, le plongeon n'est pas, est pas retransmis, ouais. Donc du coup, forcément, en tant que femme, on n'en est pas là, quoi. En fait. Aujourd'hui, ça va mieux? Oui, ce que je vous disais, on a atteint 20%, mais ce n'est pas suffisant. On a eu quand même une belle Coupe du monde de foot qui a permis aussi beaucoup de visibilité, parce que je dis comme de toujours... Qui a fait des audiences exceptionnelles. Même si les résultats, malheureusement, n'ont pas été là. Mais comme je dis toujours, ce qui n'est pas vu n'existe pas.
Et si on ne montre pas du sport féminin à la télévision, dans les médias, etc., comment voulez-vous que des jeunes filles s'identifient à vouloir pratiquer un sport qu'elles n'ont pas vu? Bien Et ça, sûr. c'est un vrai sujet aujourd'hui. On le voit le plus. L'envie passe par le rêve. Mais tout à fait. C'est parce que tu es championne du monde que Voilà, c'est ça, c'est des personnes inspirantes comme tu es qui peuvent faire donner envie, en tout cas à des jeunes filles, de faire du plongeon demain. Excuse-nous, etc. Mathieu, on parle des femmes. Hein. C'est très bien. Moi, Voilà, donc c'est vraiment important. Donc, puis il y a aussi dans la presse écrite, etc. Quoi, je veux dire, voilà, on n'est pas suffisamment mis en avant sur les sports. Même s'il y a féminins. beaucoup de femmes journalistes quand même aujourd'hui. Oui, oui, mais encore, on peut dire aussi. Oui, trop on peut peu. faire mieux. Non, non, mais Vous savez, je pense qu'on parle vraiment beaucoup des femmes. on part Et de ça, loin et on sent que ça. C'est aux Jeux Olympiques, parce qu'on traite d'une façon très égalitaire les performances, filles et garçons, au moment des Jeux. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quand les femmes ramènent des médailles, etc., ça a été le cas de Laure Manodou, etc., il n'y a jamais eu autant de petites filles dans les bassins nautiques. Quand Laura Flessel était championne, etc., l'escrime avait beaucoup de jeunes filles, etc. Donc on voit bien que c'est un phénomène d'inspiration. Simplement, il faut en montrer. Et donc, je dis, c'est au moment des Jeux aujourd'hui où on a la plus grande visibilité. Donc moi, je suis encore à dire que demain, ce qui va peut-être apporter encore plus de visibilité, c'est si on a des épreuves mixtes aux Jeux Olympiques. Et vous savez que dès Tokyo, il y en aura quelques-unes. Et j'espère qu'à Paris 2024, toutes les disciplines présenteront une épreuve mixte. Et là, je pense que réellement, la place des femmes sera égalitaire. Vous avez rencontré le comité d'organisation de Paris 2024? Oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé en amont sur justement cette égalité homme-femme. Il y avait un groupe de travail, etc. Donc, il y a une vraie volonté. Il y a une volonté à la fois, encore une fois, dans la pratique, mais d'avoir autant de femmes bénévoles, hommes que femmes, etc. Donc, Tanguy a cette ouverture, cette vision. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un vrai enjeu. Comment c'est financé, cette association Femix Sport? Alors, nous, on est financé à la fois par des partenaires privés, mais aussi, on est soutenu par le ministère des Sports, très fortement, et par les cotisations, etc., et par les événements qu'on fait aussi. C'est combien de personnes? Aujourd'hui, on est à peu près 80 adhérentes, voilà. Et après, il y a des gens qui prennent des cartes de membres, etc. Alors, parce que vous êtes multicasquette. Oui. Moi, je vous ai croisé sur les routes en train de faire du vélo près d'Annecy ou Aix-les-Bains l'été. Voilà, c'est ça, vous qui passiez très vite. Hein. Je ne sais pas, non, plus maintenant. Vous êtes une ancienne cycliste de haut niveau. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente de la fédération. Il y a une spécificité. Quel est votre domaine exact au sein de la Fédé? Alors, je dis toujours, je suis vice-présidente grâce ou à cause de la loi du 4 août 2014. Mais encore. Voilà, vous savez, quand la loi du 4 août 2014 a mentionné qu'il fallait un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des fédérations. Donc, alléluia. Ah, vous êtes un quota. Je suis un quota, je le revendique, voilà. Mais tant mieux, parce que les quotas, ça fait avancer. Voilà, donc j'ai pris, on est 8 au bureau exécutif. Mais vous n'êtes pas là que parce que vous êtes une femme. Non, je ne pense pas quand même. Il faudrait poser la question au président. Non, je pense je ne sais pas, vous faites quoi? Alors écoutez, moi j'ai en charge sur ce poste-là, donc bien sûr du plan de féminisation, c'est une évidence, mais j'ai aussi en charge le sport de haut niveau. Voilà, et beaucoup les relations institutionnelles avec le ministère. Donc etc. un rouage essentiel. Oui, tout à fait, oui. Non, mais je suis très fière des missions qui me sont confiées et j'ai eu soin aussi de solliciter et de voir avec le président pour qu'on ait une jeune femme à mes côtés, de façon à la former pour l'avenir aussi. Voilà. Et donc c'est une ancienne, Cathy Mocassin, qui a été titrée sur piste, etc., qui est beaucoup plus jeune et qui vient là pour apprendre. Et voilà, et je trouve que ça c'est très bien parce que moi j'ai le souci de la suite derrière. Bien sûr. Ça a été long et compliqué le chemin pour arriver à la vice-présidence? Alors oui, parce qu'avant la vice-présidence, si je refais l'histoire, moi j'ai été la première femme entraîneur en cyclisme. Et en Vous entraîniez des femmes? Alors non, j'ai d'abord entraîné, j'ai d'abord entraîné des femmes et après des hommes. Mais j'étais la première femme aussi directrice sportive d'une équipe masculine, voilà, à Annemasse plus précisément. Et quand j'ai voulu passer le concours pour être cadre technique d'État, en 92, il n'était pas ouvert aux femmes en cyclisme sur route. Incroyable. Okay. Donc j'ai attendu 96 pour le repasser, je l'ai réussi, etc. Et j'ai été nommée conseiller technique régional sur ma région, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, avant de monter sur un poste de directrice technique adjointe. Et j'ai brillé le poste de directrice technique que je n'ai pas eu. Voilà.
parce qu'aujourd'hui c'est pareil, 14 femmes DTN, voilà, et on est resté très longtemps avec 1 ou 2 femmes directrices techniques, voilà. Et j'ai fait un passage au hockey sur glace où j'ai été très bien accueillie parce que j'ai claqué la porte de la fédération lorsque j'ai pas eu le poste, et je me suis retrouvée à la fédération de hockey sur glace. Pas des caractères. Ah, elle est géniale, Marie-Françoise. Continuez. J'avais jamais mis les pieds sur des patins, je connaissais pas ce que c'était qu'un palais, une crosse, etc. Mais j'ai eu la chance d'être très bien accueillie par un président qui était franco-canadien, donc avec une culture canadienne. Et j'ai fait une Olympiade avec cette fédération. Je me suis régalée et ça fait du bien d'aller voir ailleurs un moment, parce qu'on voit mieux ses qualités et on s'autorise certaines choses qu'on ne s'autoriserait pas dans sa propre. Ils sont venus vous rechercher ? Alors, pas tout à fait, parce qu'après, j'ai été récupérée par le ministère sur l'égalité homme-femme. C'est un poste que j'ai occupé. J'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi, que j'ai occupé jusqu'au bout. Voilà, c'est plutôt un deal qui s'est passé. Voilà. Et après, comme j'étais au ministère sur un poste qui me plaisait énormément, je n'ai pas du tout tenté de reprendre un poste de DTN et j'ai été au bout de ça. Et c'est entre-temps que le président est venu me chercher pour ce poste de vice-président. Ça vous a fait quoi quand vous êtes revenu là-bas ? Un peu d'émotion, même un peu beaucoup, on va dire, et puis une envie, encore une fois, de ce que j'aurais voulu mettre en place sur le poste technique. Je me dis, je vais pouvoir amener ma pierre à l'édifice d'une autre manière. Et puis, j'avais grandi entre-temps. Peut-être pas par taille, mais j'avais grandi dans ma tête. Voilà. Et puis, j'ai aussi, personnellement, ça m'a chahuté et je le dis aujourd'hui quand j'accompagne des femmes dirigeantes, voilà, c'est des échecs que l'on apprend. J'avais fait une formation de coach pour mieux comprendre et souvent je dis, j'ai désappris pour apprendre sur moi-même. Et derrière ça, voilà, j'ai envie de redonner. Donc, c'est ce qui me fait que je suis à ce poste-là. Et j'ai créé pour Femix l'accompagnement des femmes dirigeantes, justement, sur la posture, sur le travail de la prise de parole publique, etc., pour vraiment engager, parce que mon expérience, je voudrais la transmettre, en disant que c'est possible. Laura, c'est génial. C'est parce qu'il y a des femmes comme ça que ça bouge dans le sport. Ouais, c'est génial. Et en plus, je trouve que c'est une femme de caractère. Donc elle est assez inspirante. elle n'aurait pas pu. Sale caractère ou bon caractère, je sais non, pas. Une femme de caractère qui est assez inspirante. Voilà. Et je trouve ça beau d'arriver après une carrière et de se dire maintenant j'ai envie de transmettre. Tu te rends compte les portes qu'elle a dû enfoncer ? Ouais. Non, je trouve ça. Surtout quand on remet un peu les choses dans son contexte, en disant qu'en 92. Il n'y avait pas de poste pour les femmes, enfin, ça paraît quand même. On ne peut pas passer le concours. Je trouve ça choquant aujourd'hui. 92, c'est avant-hier. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, je pense que c'est... Bon, ça va. C'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, en plus, il y a eu la loi sur l'égalité homme-femme dans tous les domaines de la société, le sport en fait partie. Donc je me dis qu'on a un phénomène d'aubaine, il faut y aller. Et c'est vrai que depuis l'an dernier, soutenu par la Française des Jeux, on a mis en place un accompagnement des femmes à la prise de responsabilité. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et on fait d'ailleurs une première conférence vendredi au comité olympique avec Sarah Ouramoun. Et on a 82 inscrites, donc je suis ravie. On va faire un format de 2 heures, justement, un format coaching, etc., de façon à donner envie à ces femmes d'y aller. Parce que moi, mon but, c'est d'essayer qu'après Tokyo, il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes, parce que c'est un sujet, l'engagement associatif après les Jeux. Marie-Françoise, pardon de vous couper, parce que je sais qu'on peut partir pour 6 heures comme ça. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que vous avez fait bouger les choses pendant tant d'années. Je regardais le nombre de licenciés à la Fédération française de cyclisme, dont vous êtes la vice-présidente. Oui. 113 000 licenciés, c'est quoi la répartition hommes-femmes ? Sachant qu'il y a quoi, 8 disciplines aujourd'hui ? Oui, enfin, on représente 10% Seulement, oui, voilà. 10% des licenciés au total, donc ce qui est très peu, on fait partie des plus mauvaises fédérations sur ce sujet-là. Donc on a mis en place un plan de féminisation. Dès que je suis arrivée, j'ai réfléchi à un plan de féminisation sur lequel il y a plusieurs axes, c'est-à-dire à la fois promouvoir le cyclisme auprès des femmes, sans parler de compétition au départ. On rappelle, pardon, mais c'est important de le dire, le cyclisme, c'est quoi ? C'est la route, le VTT, le BMX race, le BMX freestyle, la piste, le cyclo, le polo vélo, le cyclisme en salle, enfin c'est une multitude de disciplines. Exactement. Donc il n'y a pas besoin obligatoirement d'être dans les champs, enfin à la campagne ou avoir des routes calmes. Il y a moyen d'en faire partout. Il y a moyen d'en faire partout, mais c'est pas évident aujourd'hui quand les femmes, d'abord de prendre un vélo, d'aller rouler seule, il y a de la technique, voilà. Et aujourd'hui, on pense que prendre un vélo, on sait rouler, c'est pas vrai. Il y a de la technique qui s'apprend. Et puis après, c'est qu'il y a aussi ce côté de socialisation, c'est-à-dire que rouler en groupe, c'est quand même plus sympa. On progresse.
progresse, vrai. etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup axé sur la compétition et je crois que pour les femmes aujourd'hui, il faut d'abord aller les séduire par la pratique de loisirs. Et depuis 4 ans, à l'arrivée du Tour de France, sur les Champs-Élysées, on met un certain nombre de femmes à vélo qui font les champs. Moi, c'est D'accord. la dernière arrivée. Ouais. Donc l'année de la candidature, on avait mis 2024 femmes sur les champs et cette année, on en a eu à peu près 1000 qui sont venues et qui ont fait les champs. Elles sont ravies. C'était génial, ouais, il y avait une super énergie. J'ai pris le départ justement. Voilà. J'étais avec la FDJ Voilà. et c'était vraiment une expérience super. Il y avait une énergie dingue. Et c'est ce que j'ai retrouvé d'ailleurs dans le Raid des Alizés dont on parlera après, cette énergie féminine. C'est un vivier, quoi. Et donc, tout à fait. Que les femmes portent en elles et encore plus quand elles sont en groupe. Et en plus, on avait toutes vous les aime, catégories. Il y avait des femmes en Vélib, il y avait des femmes c'est ça. C'était incroyable parce qu'il y avait n'importe quel vélo et elles ont fait les champs. Et Un pour truc elles, qui faire roule, les champs, quoi. c'était le summum. Bah, derrière ça, c'est comment on les accueille. Et samedi, donc, on fait, dans le cadre de la médiatisation du sport, on fait une journée au Vélodrome, ce qu'on appelle les baptêmes de piste pour les femmes. À Saint-Quentin. Voilà, à Saint-Quentin. La ministre Moi, j'ai roulé sur la piste de Saint-Quentin. Voilà, la ministre va venir, etc. Et là, parce que c'est une opération qui a très bien marché l'année dernière, qu'on reproduit cette année. On a eu plus de 65 femmes qui sont venues s'essayer au Vélodrome. Donc, on reproduit cette opération dans le cadre de la médiatisation du sport féminin. Marie-Françoise, on aurait pu vous écouter pendant des heures, surtout continuer. Hein. Ah ben je ne m'arrête pas. Mon objectif, je voudrais aller jusqu'à Paris 2024 en mettant en place encore pas mal de choses, à la fois sur mon association. 4 ans et demi, ça va aller. Ouais, ça va bouger encore. Hein. Ouais, c'est Mais on est sur une bonne dynamique. Hein. Mais j'aimerais bien voir une belle égalité, quoi. Ah bon, on l'espère tous. Moi, c'est mon challenge. Et toutes. Merci Marie-Françoise. Je vous en prie, merci à Ne vous. bougez pas, on parle d'aventure avec Laura et Mathieu qui tous les deux partagent ce goût de l'aventure. Vous allez voir dans des domaines un peu différents. Et on parle d'aventure maintenant dans La victoire est en elle. On est toujours avec Laura Marino, avec Mathieu Rosset. On vous rappelle qu'ils ont été champions du monde de plongeon ensemble en 2017, qu'ils sont de jeunes retraités. Alors Laura est kiné, mais on sent qu'il manque un peu d'adrénaline de sport. D'aventure. D'aventure et de sport. Ouais, les deux. Les deux. Et toi? Moi, je commence à me mettre à l'aventure, pas comme Laura, mais j'essaie autre chose. Ouais. Toi, tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Ça s'appelle les Red Bull Cliff Diving. Donc ça, si vous avez vu des gens qui sautent de très 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 haut, genre C'est La Rochelle. 27 mètres, entre 27 et 28, ça dépend. Ouais. Donc c'est souvent de falaises, dans des lieux incroyables. Exactement. Là, La Rochelle, c'est sur le fort. Ouais. Donc ça va être vraiment bien. Ouais. 27 mètres. Ouais. Et je tiens à préciser que ça va être la première fois aussi qu'il va y avoir les femmes à La Rochelle. Parce que tout à l'heure, on parlait d'égalité, mixité. Et cette année, c'est la première fois qu'ils vont pouvoir en fait mettre une plateforme de 20 mètres pour les femmes à La Rochelle. Joker? Non, pas Joker. Ouais, bah moi j'irai à La Rochelle, c'est sûr, cette année. Un pour le voir. Mais pas en maillot de bain, je pense. Ouais, Mais... pour le voir, pour m'inspirer. Non, mais ça t'interpelle, dis-nous la vérité. Non, bien sûr, ça m'interpelle. Et puis Mathieu et Gary, à chaque fois qu'ils me voient, Gary Hunt, qui est champion du monde de cliff diving, justement, ils essayent de me recruter parce que moi, je faisais du 10 mètres, donc ce qui est un peu plus proche du 27, enfin du 20 du coup pour les filles, que Mathieu qui faisait du 3 mètres. Attends, toi, tu es passé de 3 à 27. Oui. Ouais, donc quand on est à 10, tu vois, c'est un peu plus facile. Mais Ouais, en même temps, ça paraît fou parce que alors, ça me nous, tente. simples petits nageurs, moi, tu me mets sur un 3 mètres, je te jure, je vois la différence entre le ouais, 1 mais et le 3. C'est normal. Et Imagine nous aussi, 3-10, c'est ça, mais 10-27, on est dans un autre monde. Ouais, mais c'est vrai que la transition, je pense, c'est plus facile quand tu viens du 10 mètres que du 3 mètres. Et c'est vrai que j'ai arrêté le plongeon, mais ça reste un sport qui me passionne et qui me plaît et qui commence à me manquer. Donc, Tu fais quoi ce week-end? Bah justement, ça fait plusieurs mois qu'avec Antoine, un autre plongeur, ils essayent de m'attirer à Montreuil pour faire un petit entraînement comme ça. Et je pense qu'un de mes prochains challenges, ce serait de m'entraîner pour maîtriser un peu plus les atterrissages par les pieds. Parce qu'au-delà de 10 mètres, c'est très compliqué d'arriver par la tête, enfin par les mains, quoi. Et je ne maîtrise pas tout à fait cet atterrissage-là, donc ça va me demander un peu d'entraînement. Sinon, tu fais comme ça. Hein. Oui, mais avec des figures avant. Ah bon, pardon. 27 mètres. C'est vrai que le contrôle, c'est pas le même. Bon, on parle d'aventure. Toi, tu as participé au Raid des Alizés en Martinique. Ouais. Une course 100% féminine, 100% nature, 100% solidaire. Et par équipe. Et par équipe. Des équipes de combien?
Alors, c'est que des équipes de 3, donc on était 75 équipes de 3 femmes. Comment ça s'est passé? Raconte-nous, parce que l'anecdote est sympa. Et bah, c'était vraiment génial. Non, comment tu es arrivé à participer à ça? Ah, alors... Un texto? Ouais, alors c'était pas du tout prévu. C'est quand même un truc qui se prépare. C'est pas des distances extrêmes, mais c'est quand même un raid sur 4 jours. Et en fait, j'ai reçu un message d'Ophélie David, donc une fraîche retraitée aussi de ski cross, que j'avais croisée sur comme le bras. exactement, que j'avais croisée sur plusieurs événements. Et donc j'avais son numéro de téléphone. Elle m'a envoyé un texto vraiment sans exagérer 2 semaines avant le départ du raid. Pourquoi toi? Elle me dit Laura, qu'est-ce que tu fais telle date? Il y a le raid des Alizés, est-ce que ça te dit? On vient de perdre la 3e fille de l'équipe. Et je reçois ça. Alors, quelqu'un m'en avait déjà parlé l'année dernière. Et je m'étais dit, waouh, ça a l'air dingue, ça me plairait trop de faire cet événement-là. Pourquoi moi? Je pense que, en fait, c'était un ami commun d'Ophélie et moi. Et Ophélie était un peu désespérée en disant, je ne sais pas à qui demander. Parce qu'il fallait une fille, une ancienne sportive de haut niveau, pas en activité parce qu'elle n'aurait jamais été dispo, une fille qui matchait à peu encore, près ouais. avec elle ou avec sa philosophie de vie, je pense, pour que ça matche, quoi, parce qu'on est quand même les unes sur les autres pendant 4 jours, on dort dans la même tente, on fait toutes les épreuves ensemble, c'est du dépassement de soi, donc c'est compliqué. Disons à droite, tu reconnais quelqu'un là, non? Ouais, Nathalie Simon, c'était la 3e, la madrée. C'était mes 2 madrées. La madrée. Et, Nathalie, on t'embrasse. Hein. Ouais, très fort. Et en fait, donc Guil Bocola, qui est un ami en commun, lui a dit mais demande à Laura, et donc c'est pour ça qu'elle m'a demandé. Et donc je connaissais pas du tout Nathalie d'ailleurs. Donc là, 15 jours avant. 15 jours avant. Tu mets combien de temps pour répondre oui? 24 heures, je pense. Au fond, Ok. je me dis, j'ai envie de lui dire oui, mais je lui dis mais par contre, je suis complètement à la ramasse. vraiment. J'ai arrêté. Franchement, si, parce que j'ai arrêté en mars. J'ai fait 4 mois, je pense, sans sport du tout, parce que j'en avais besoin. Et donc j'étais à peu près au sommet de mon déconditionnement physique. Et oui, ok, j'ai fait 10 ans de haut niveau, mais sur une discipline explosive déjà, et pas sur des disciplines d'endurance. Parce que là, les distances, c'est quoi? On a fait un trail de 20 km dans la montagne Pelée avec 1000 D+, 1000 D-, donc une vingtaine de kilomètres en VTT, pareil, avec du dénivelé, de la course d'orientation, du kayak. Et voilà, donc ça fait déjà pas mal sur 4 jours. Et ça y va, quoi. Ça y va vraiment. Et ça y va vraiment, ouais. Et Ophélie et Nathalie, elles étaient Et préparées? elles envoient quand même. Hein. Alors elles disaient non, pas trop, mais... Elles envoient quand même. ouais, Mais ouais. c'est quoi ça? Bah, Tu les traites de vieilles ou quoi là? Ah, pas du tout. Ah bon. Mais pourquoi elles quand même, envoient, alors elles envoient. Ah, voilà. Elles envoient du lourd même, du très lourd. Et en plus, elles ont un mental de ouf. Donc, Ah bah ouais, puis elles s'entraînent, elles. elles n'ont pas été faciles à suivre. Et franchement, ça a été incroyable de vivre cette aventure avec elles. Et comme je disais avec Mathieu tout à l'heure, ça a créé un lien unique entre nous. Je pense que ce raid des Alizés, ça a vraiment créé un lien unique entre nous 3. Ah, ça m'émeut de voir leur tête. Et, alors qu'on se connaissait, Ophélie connaissait Nathalie, mais brièvement, quoi. Je veux dire, c'était pas les meilleurs amis. Ouais, mais la passion du sport, l'envie de se dépasser. Exactement. Et ça a été un déclic pour moi, cette aventure, parce que ça m'a donné faim et soif de sport, d'aventure, mais en équipe, en fait. Et ça m'a rappelé. Donc là, tu pourrais faire quoi? Je fais quoi? Tu pourrais faire quoi comme autre Et challenge? justement, je suis un peu à la recherche. Je sais que ça a beaucoup plu à mon père, mon frère et ma sœur, ce type de format de raid, sauf que c'était féminin, et donc on cherche un truc à faire ensemble. Donc on s'envoie des petits WhatsApp de temps en temps, genre et ça et ça. Et là aujourd'hui, j'ai dit à mon père, et le Biking Man, ça te dirait pas? Parce que Ophélie, elle avait fait une étape du Biking Man. Rappelle-nous ce que c'est. Alors c'est des épreuves d'ultra-endurance en vélo, donc c'est sur plusieurs jours, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Peut-être, non, c'est par 2 le Biking Man, mais j'ai dit ça en mode parole en l'air. Ouais. Mais en fait, j'ai fait une première sortie vélo de route avec mon père il y a 2 semaines, et j'ai adoré. J'avais découvert le vélo de route aux Étoiles du Sport, dans le Cantal. Bien sûr. Et j'en avais pas refait depuis, et c'est vrai que j'adore le sport, j'adore la nature, et j'ai besoin de faire du sport outdoor et par équipe. Et donc tu pourrais faire tout ça, et en plus, on rappelle qu'elle est kiné quand même. Ouais, et en plus, aller sauter. Et à côté de ça, j'avoue que le plongeon, ça commence à me manquer un peu. Ouais, un petit soir. Mais c'est pas le très haut niveau qui me manque. Je voudrais le faire différemment, et l'avantage de Red Bull, c'est que c'est pas la même ambiance déjà. Donc il y a le côté cohésion, groupe, tout ça, et c'est en pleine nature surtout. Parce que j'avoue que les piscines, j'ai fait le tour, je pense. J'en ai un peu marre. Alors Mathieu, oui. Toi, t'as arrêté il y a combien de temps, le haut niveau? Alors j'ai arrêté il y a 2 ans. Après le titre de champion du monde? Il y a 2 ans, juste après en fait. Quand on a fait champion du monde, j'ai arrêté. Il a pris son sac, il s'est barré. Et... Voilà. Allez, c'est vrai. Et j'ai mis la médaille dans presque. Non, mais presque, ouais. Sauf qu'il y a cette compétition incroyable, ce Red Bull Cliff Diving. Ouais. Où il y a combien d'épreuves dans le monde?
Alors, par an, là, je crois, cette année, il y en a 7. 7. Donc, et c'est du saut ou de falaise ou à La Rochelle, en haut du fort. Ouais. Et c'est entre 27 et 28 mètres. Ouais, c'est ça, c'est entre 26 et 28. En fait, ils essaient vraiment de se rapprocher aux 27 mètres pour dire, OK, on est à 27. Mais il y a des endroits, par exemple, où il y a des marées. Donc, en fait, Oui, selon la marée. Ouais, selon la marée, il y en a qui plongent à moins et l'autre. Et la houle, ouais, aussi, la houle. Il peut y avoir des... Explique-moi une chose, il n'y a pas un moment. D'abord, explique-moi ton premier saut à 27 mètres. Mon premier Alors, soir. pardon, saut, plongeons. Ouais, Et on va regarder quelques images sympatoches. alors en fait, je suis parti une semaine dans le sud, vers Montpellier, pour aller vers le Pont du Diable. Attends, ça, c'est quoi? Alors ça, c'est à Bilbao, donc c'était justement juste après. Et ça, c'est 27 mètres. Et tu sautes d'où, là? Et alors là, c'est la plateforme de l'organisation du coup de Red Bull. Donc on peut voir les plongeurs à côté, la sécurité. Oh là là là. Et ça, c'est où? Et ça, c'est à Walibi. C'est à Walibi, Une grue de combien? c'était 24 mètres. Et là, Ça paraît c'est tellement simple. Regardez comme c'est petit en bas. Pont du Diable. My God. C'est à côté du Pont du Diable. Et donc là, j'étais parti une semaine pour pouvoir m'entraîner, enfin justement arriver à faire ce saut à 27 mètres. Et le premier saut, quand on est en haut et qu'on voit tout petit, on se dit quoi? Bah, Même en si fait, on était champion du monde à 3, 10 mètres. En fait, on passait tous les jours et je me disais, qu'est-ce que je fous là? Et après, le jour où on s'est dit, OK, bon, bah, c'est bon, on y va, on est prêt. En fait, ça a été horrible parce qu'on a eu les flics, le maire qui sont arrivés, Qui voulaient pas. Ouais, ils nous ont empêchés de sauter. Donc pendant une demi-heure, ça a été un débat de déjà, on posait la plateforme parce que c'est sur une petite En plus plateforme. de toute la peur, l'appréhension, Ouais. le danger. Donc ça a été, en fait, j'ai pas vraiment senti mon premier saut à 27. Du coup, en fait, j'étais plus à côté. Et du coup, je suis allé à Bilbao. Donc c'était la dernière épreuve de 2019 et j'ai eu le droit de m'entraîner là-bas et de sauter, de faire 2 plongeons du coup. Donc ça a été vraiment cool. Mais explique-moi une chose, comment on se prépare à ça? Parce que tout doit être tellement millimétré. Parce que là, c'est pas un enchaînement de 4 machins. Ouais, alors là, c'est Et des puis, il petits faut pas se plongeons. rater parce que si tu fais un plat à 27 mètres, t'es pas bien, quoi. Ouais, non, bon, Voilà. ouais. Mais non, du coup, pour se préparer, bah, en fait, là, c'est des petits plongeons, donc c'est assez facile. En fait, il faut aller par palier. Attends, comment ça, des petits plongeons? Là, ce que j'ai fait, c'était des petits plongeons. Il y avait juste 2 tours. Et Oui, enfin, mais à 27 mètres quand même. voilà. Mais du coup, c'est énormément de contrôle. Du coup, c'est des paliers. J'ai commencé à 10 mètres, 12 mètres. Après, on passe à 15. Ça, c'est à 10. Ouais. Voilà, ça. Et après, je suis passé à du coup, à 19 mètres. Et le plus... Ah, donc on monte petit à petit. Ouais, on monte, voilà. Et on rajoute des... Voilà. Et là, du coup, là, je m'entraîne en ce moment à 10 mètres aussi pour justement prendre les départs, en fait. Comme c'est une plateforme là-haut, du coup, c'est bien de s'entraîner à 10 mètres pour pouvoir prendre les départs, prendre les rotations. Alors, question probablement très stupide, mais est-ce qu'il ne faut pas surtout ne pas s'habituer à être à 10 mètres? Non, en fait, il ne faut pas s'habituer. Ce qu'il faut se dire, c'est que les plongeons à 10 mètres, ils sont plus difficiles à faire que là-haut. Là-haut, en fait, Parce que ça s'enchaîne plus vite? En fait, là-haut, Ouais, il y a non, moins de juste, place. à 27 mètres, en fait, on a beaucoup plus de temps. Donc, en fait, c'est comme si on faisait un plongeon à 10 mètres, mais en rajoutant en fait un espèce de barani. Donc, c'est une demi-rotation avec une demi-vrille. Et c'est ça qu'il faut que j'apprenne à maîtriser pour plonger. Et par ouais, les voilà, pieds. en fait, ça, c'est la clé pour comment rentrer par les pieds. En fait, c'est comme ça. En fait, c'est une demi-vrille avec une demi-rotation. Et donc, du coup, en fait, quand on fait les plongeons à 10 mètres, là-haut, c'est beaucoup plus facile. Si on fait le même plongeon qu'on a fait à 10 mètres, à 27 mètres, en fait, il Oui, faut partir. sauf que toi, ce que tu veux, c'est y aller, mais gagner. Ouais, Tu mais. ne vas pas me faire ta petite figure simple, là. Mais alors, par contre, c'est ça aussi, c'est ce qui est bien avec le 27 mètres, c'est que c'est là, enfin, même si on a une tête brûlée, en fait, qu'on veut gagner absolument, on est obligé de passer par des bases, mais vraiment revenir à zéro. Oui, mais pour gagner, c'est pas avec la base que tu gagnes. Non, bien sûr, mais ça prend du temps de monter là-haut, donc c'est pour ça que je dis, en fait, on y va tout doucement au début. Le meilleur au monde, il fait quoi? Alors, le Le meilleur au nombre de monde, figures. Explique-nous grosso modo. Hein, parce que... Il Alors- est pas loin le meilleur au monde, hein, parce qu'il s'entraîne à l'INSEP. ouais, bah, c'est Gary Hunt, du coup, on en parlait tout à l'heure, et il fait donc, alors, en avant, son plus gros plongeon, c'était triple avant avec 4 vrilles et demie. Donc, 3 fois comme ça Ouais, et 4 vrilles et demie comme ça. exactement. Ouais. En arrière, il fait triple arrière avec 4 vrilles. Donc ça, c'est ses plus gros plongeons. Et sinon, les plus gros plongeons du monde, donc c'est pas lui qui... Enfin, c'est Il y a eu quelqu'un avant. non, il le fait en ce moment, mais il est moins bon, mais il fait le plus gros plongeon du monde. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est un Ukrainien qui a plongé à 3 mètres avec moi aux Jeux Olympiques, qui lui est Comme passé quoi du 3 mètres au 27, et c'est lui qui a le plus gros plongeon du monde. Et c'est quoi? Et Et bientôt, c'est- ce sera Mathieu. Et c'est quadruple avant avec 2 vrilles et demie. Et c'est impressionnant.
À quelle vitesse on arrive en bas? On arrive à peu près entre 90 et 95 km/h. Il ne faut pas se rater. Non, j'ai les seuls qui se sont loupés. On les je veux a pas plus jamais savoir. revus. Enfin, Si, on les revoit, mais. mais pas à 27 mètres. Ça, c'est pas drôle. Parce que comme si tout cela ne suffisait pas, il y a des Jeux l'été prochain à Tokyo. Ouais, Et là, tu t'es dit il y a quelque temps, tiens, et si j'essayais de me qualifier et de remettre ça? alors ouais, voilà, en fait, je me suis dit quand j'ai commencé à m'entraîner à 10 mètres pour le 27, et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas tenter. En J'ai fait, encore des sensations. en synchro avec donc Benjamin Offray. En fait, on parlait ensemble, on me disait, bah voilà, j'ai des sensations, pourquoi pas tenter. Donc c'est un gros challenge, plus gros que le 27 mètres, parce que vraiment, je repars sur du haut niveau, mais sur une hauteur qui n'est pas ma Tu spécialité. t'es arrêté quoi, 2 ans, hein? 2 ans, ouais. 2 ans, et c'est énorme. Et surtout que le 10 mètres, j'en faisais quand j'avais 16 ans. T'as qu'à regarder Laura. Et ouais, Tire-toi un peu. C'est très traumatisant. Donc, Et du coup, le débat éternel entre le 3 mètres, le 10 mètres, qu'est-ce qui est le plus dur, bah là, il commence à se rendre compte que. Parce qu'il a toujours défendu son bout de pain. Et maintenant. Non mais en soi, non mais les plongeons là, oui, ils sont beaucoup plus simples. C'est juste mentalement, en fait, physiquement. Non, ils non, sont non. plus Tout simples à l'heure, faire. tu disais j'avoue. Mais non, j'avoue que oui, le matin, quand on ne connaît pas le 10 mètres, oui, c'est dur. Ok, donc il te faut quoi pour la Tokyo là? C'est quoi les étapes? Alors là, il y a les championnats de France dans 2 semaines. Et après, bah, à partir des championnats de France, ça va être des compètes internationales. Et en Et avril, c'est en fonction des résultats? voilà, en fonction des résultats. Et en avril, si je suis qualifié à la Coupe du Monde, donc à Tokyo, en avril, il faudra que je fasse une place à la Coupe du Monde, donc soit en synchro, soit en indiv. Donc ça va être. Mais déjà, avant d'arriver à la Coupe du Monde, ça va être un vrai défi. En fait, moi, en fait, mon défi, c'est avant à 3 mètres, je me disais bon voilà, l'échéance c'est la Coupe du Monde, et je me posais pas de questions sur les compétitions d'avant parce que je savais que j'allais les faire. Là, au championnat de France, j'avais même des qualifications pour les championnats de France que je ne savais même pas si j'allais réussir. Donc voilà, en fait, c'est chaque étape, je les prends une par une. Et j'ai l'impression d'avoir 15 ans, en fait, de découvrir le plongeon. Et Ben, moi aussi. Et j'ai adoré cette émission. Merci infiniment. Ah bah, moi Merci aussi. Laura. Avec plaisir. À bientôt. Merci Mathieu. Te rate pas mon gars. Hein. Non. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Au revoir.